Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Sylvain. Atteint d'une sclérose en plaques depuis ses 21 ans, il me raconte son combat et la résilience dont il fait preuve face à cette maladie. Moi, c'est Sylvain, j'ai 44 ans, j'ai 3 enfants, Jérémy a bientôt 24 ans, Clémence a 20 ans et Gabriel a 8 ans. Tu es venu nous parler de ta maladie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, moi, d'abord, j'ai une sclérose en plaques. Donc, j'ai une sclérose en plaques depuis 21 ans. C'est une maladie qui touche assez régulièrement les jeunes. Et moi, effectivement, je l'ai chopée à 23 ans. Donc, voilà, de mémoire, j'étais dernière année d'école d'ingénieur. J'avais déjà Jérémy. Jérémy était né depuis déjà 3 ans. Et puis, cette maladie, elle se déclare. Et mon premier abord vis-à-vis de la maladie, il est un peu particulier parce que je suis un personnage qui déborde d'énergie, qui, bon, voilà, comme tout jeune, comme voilà, on aime bien à faire 20 la fête, ans, sortir, profiter. Ouais, et puis le côté, j'avais besoin de défis, de responsabilité aussi. C'était quelque chose. C'est assez étonnant la propension que j'avais à me vieillir, moi. Tu vois, j'étais papa à 20 ans, quoi. Et finalement, quand je tombe malade. Quand on m'annonce ça, il y a presque cet état d'esprit de dire « Ah, j'ai un ennemi à ma taille ». Donc, ma manière de me défendre, de prendre la maladie dans la figure, c'est de dire bah, « Je vais me battre contre elle et moi, là, j'ai un ennemi qui est mauvais, quoi, qui est puissant, etc. Ben, enfin, il y a quelque chose à ma taille. » Tu nous parlais de ta maladie, la sclérose en plaques. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire qui touche, c'est une maladie auto-immune qui touche le système nerveux central. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? On se retrouve avec des inflammations, donc des endroits où nos propres défenses immunitaires vont venir attaquer le système nerveux. Et donc, ça peut toucher des centres au niveau du cerveau, ça va venir calcifier les neurones, donc il y a des endroits du cerveau qui vont se mettre à dysfonctionner. Ça peut toucher voilà, différentes parties, le cervelet pour la partie équilibre ou des choses comme ça. Ça va toucher aussi tout le système nerveux périphérique en dégradant en fait. Les nerfs sont faits avec une fibre, enfin des fibres centrales qui sont l'axone, et puis une gaine autour qui permet une meilleure conduction de l'électricité, qui s'appelle la myéline. Et alors d'un seul coup, les défenses immunitaires là vont venir attaquer cette gaine de myéline, ce qui fait qu'on se retrouve avec, en gros, si je simplifie, un système électrique, mais où tous les fils sont dénudés, quoi. Où, donc, il y a des courts-circuits partout, etc. Donc, ça crée des défauts de sensibilité, des paresthésies, etc. Ça peut toucher, c'est une maladie qui est assez particulière aussi, qui peut toucher vraiment l'ensemble du corps. Ça peut toucher les yeux, souvent on a des atteintes au niveau de la vue, voilà. On parlait aussi de la partie urinaire, les choses comme ça, on peut avoir des troubles urinaires. Et en plus, la forme et l'évolution dépendent vraiment de chaque personne, quoi. Donc, on a des difficultés, on ne sait même pas vraiment ce qui déclenche ces maladies-là. Mais toujours est-il que d'un seul coup, bah, ce système immunitaire qui est censé nous défendre bah, nous attaque et vient attaquer toute la partie sensitive du corps humain. Et comment ta compagne aussi a vécu cette arrivée de maladie et tes parents ? Alors c'est particulier parce que là, effectivement, je connaissais ma femme depuis déjà quelques années, on s'est connus jeunes. Elle est en formation pour être... enfin, à 23 ans, elle a terminé. On va se marier, elle vient de finir ses études, elle finit ses études d'ergothérapie. Okay. Donc elle s'occupe des personnes handicapées. Okay. Et Lucie, avant même que je ne déclare ma maladie, fait son mémoire sur la sclérose en plaques, sur le travail de deuil dans la sclérose en plaques. Donc voilà, il y a des choses, quand on doit se trouver, on se trouve, quoi, voilà. Et donc, on accueille la maladie. À la fois, moi, je ne suis pas tout seul, quoi. Ouais. Alors, mais très vite, je prends conscience aussi que cette maladie, on ne la comprend pas, que le handicap, on ne sait pas comment ça va évoluer. Les traitements, ils commencent à exister il y a 21, 22 ans maintenant. Mais c'est pas grandiose, ça permet juste de ralentir, on ne sait pas ce qui fonctionne, si ça fonctionne chez chacun. On sait que la maladie, elle a une forme différente. Bon, bref, mais je ne suis pas tout seul. Et je suis d'autant moins tout seul que assez rapidement, en 2002, donc tu vois, ça fait 2-3 ans que je suis malade, Lucie va rentrer dans un hôpital où elle va contribuer aussi au développement d'un service de rééducation. Et donc, je vais connaître
tous les personnels soignants qui sont autour de moi, le médecin de rééducation, le neurologue, les kinés, etc., ben, ça va être des gens qui me connaissent et que moi je connais, en qui j'ai confiance. D'accord, oui, c'est important. Primordial. Et ça va me permettre en fait d'aborder ma maladie avec un maximum de sérénité. Et puis après, c'est aussi un état d'esprit, quoi. Ouais. Hein, c'est une décision. Quelles ont été les grandes étapes clés aussi où tu as dû te battre face à cette maladie? Alors, il y a différentes phases. Hein. La maladie, elle va... moi, j'ai une forme par poussée, hein, qu'on appelle rémitante. Donc, je vais avoir des atteintes, des inflammations sur des parties de mon corps, et puis derrière, des paralysies. Ça va durer ça pendant 4 années, les 4 premières années de ma maladie, jusqu'à ce que finalement, le traitement fasse effet et calme cette maladie. Donc je vais commencer par ma première poussée, ben, je deviens hémiparésique, donc c'est tout un côté, tout le côté gauche qui est touché. Et puis après, l'année d'après, c'était une fois par an. L'année d'après, c'est les jambes. Voilà, donc là, je me retrouve avec des difficultés à marcher. Et puis l'année d'après, c'est toute l'appareil urinaire. Donc ça, c'est assez compliqué parce que finalement, si les jambes ou quoi que ce soit, ça se retape et puis j'ai pas si mal vécu que ça. À partir du moment où ça touche toute la partie urinaire sphinctérienne, là, ça touche à la dignité, quoi. Et c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et là, j'ai pris un coup, quand même, la troisième poussée. Donc, quand ça touche ta partie urinaire, il a fallu adapter, il a fallu pendant 1 an travailler sur ça. C'est même différent de ça, parce que finalement, avec la forme que j'avais de la maladie, je me retapais, je récupérais, allez, on va dire, 60% de mes capacités en 2-3 semaines. D'accord. Voilà. Et après, je regagnais tout doucement, on montait à 70-75%. Voilà, mais ça s'est allé sur des mois. Et en fait, ce qui s'est passé quand j'ai eu ces poussées-là, c'est que j'avais envie d'aller aux toilettes toutes les demi-heures. Et quand tu es chez toi, il n'y a pas de problème. Quand tu es au bureau, quand j'étais au bureau, j'avais pas de soucis non plus, ça c'était OK. Par contre, quand je devais prendre la voiture, quand je devais aller dans des magasins, quand je devais, par exemple, je me souviens, une de mes appréhensions, c'était de traverser Paris. Parce que Paris, bah, je savais que je pouvais avoir des bouchons, et là, je pouvais avoir un long moment où je ne pouvais pas m'arrêter, et j'avais pas d'endroit où me poser, quoi. L'autoroute, c'était facile. L'autoroute, c'est là où j'ai découvert comment c'était fait une autoroute, avec tous les 10 minutes, il y a une aire de repos, en fait. Oui, c'est tous les 20 km. Donc voilà, et ça fait partie des normes. Et je savais que même pour moi me contrôler, j'avais 10 minutes pour me poser. Donc, mais il y a tout un système d'adaptation qui se met en place comme ça. J'avais une vraie carte dans la tête de tous les endroits où je pouvais m'arrêter, voilà, pour me poser, quoi. Et justement, comment, du coup, tu t'es adapté en fonction de chaque étape, et comment, du coup, ton ex-femme t'a accompagné, tes parents et tes enfants? Alors, finalement, quand c'est sur cette partie-là, il n'y a pas beaucoup de... Il y a forcément de l'accompagnement, mais je les ai plus vus, moi, subir, en fait, ce côté-là. Quand tu prends la route en famille, voilà, quand on prenait la route tous les 4, à ce moment-là, on n'était encore que 4, voilà, et qu'il fallait s'arrêter toutes les demi-heures, retrouver, ça devenait, en plus, c'était en mode urgent, quoi. Il fallait s'arrêter en 4e vitesse, se poser, aller aux toilettes. Voilà, t'imagines que même pour les autres passagers de la voiture, c'est pas super sympa, c'est pas très serein. Et ça en est même au point que finalement, je trouve que c'est la période là où ça fait 6-7 ans que je suis malade, ça va durer quelques années, ben, j'ai plus trop envie de voyager, j'ai plus trop envie de sortir de chez moi, tu vois, c'est la période finalement la plus difficile pour moi. Et elle a duré combien de temps, cette période où tu as au final voulu t'isoler et te couper du monde? Ouais, je dirais qu'elle a duré entre 5 et 10 ans, quoi. D'accord. Ça a été long, hein, ça a été long. Mais j'avais une chance finalement. Au tout début de ma carrière, je travaillais dans une toute petite boîte textile en fait, et je bénéficie d'un coaching. C'est-à-dire que même si cette petite PME voilà, avait des moyens relativement restreints, mais il y avait vraiment un accompagnement au développement personnel, et ça me permet moi de commencer à travailler sur moi. Et donc cette phase où je me renfermais là, petit à petit, j'ai pu avancer, j'ai pu me sortir de ça, mais je sais que par exemple,
ça a été pesant pour la famille. Et d'autant plus que si ma famille m'a toujours invité aussi à être plus mobile, à être... ben, moi, j'étais pas en état d'accepter ça, je craignais ça. Mais petit à petit, cette crainte, allez, bah, de toute façon, c'est simple, hein, pour moi, les grands changements, ça date de 2012-2013. Donc oui, ça va durer 10-12 ans. Et la maladie a du coup évolué dans le temps. Aujourd'hui, tu es en fauteuil roulant. Cette étape a été aussi une étape où tu as dû l'accepter. Ça a été difficile pour toi. Est-ce que ça a été aussi difficile pour les autres? C'est un gros changement quand même. Ce que j'ai découvert avec la maladie, c'est que j'ai un potentiel, mais je pense qu'il est vraiment présent en chacun, en fait. Un potentiel d'adaptation que je ne soupçonnais pas. Et que j'ai vu au fur et à mesure où sont apparues les différentes poussées, les différentes gènes, les différents handicaps, ben, je compense en fait. Hein. Donc je trouve toujours des solutions. Je pense que c'est ce qui me permet aussi de vivre mon handicap avec une certaine sérénité. C'est que finalement, j'ai toujours réussi à trouver une compensation. Voilà, ben, les enfants sont arrivés. Donc Clémence, ben, j'étais tout juste malade. Clémence qui a 20 ans. Gabrielle, après, elle, j'étais déjà bien plus avancé dans ma maladie. Ça ne m'empêchait pas d'avoir une vie de famille comme tout le monde, avec ses hauts et ses bas. Hein. Et puis, quelque chose qui était important aussi, c'était le boulot. Hein, c'est-à-dire que bah, au travail, on parlait de ça, je vois, alors, à la fois, ça me forçait quelquefois à me dépasser. J'ai travaillé, par exemple, pendant 4 ans, je fabriquais des trains, voilà, je travaillais chez Alstom. Et là, ça m'a forcé à revoyager. Je n'avais pas le choix, c'était pour le boulot, il fallait que je... Et donc, ça m'a permis d'éviter de m'effondrer, enfin de me renfermer complètement sur moi-même. Ça, c'était top. Mais même si je ne me suis pas retrouvé aussi dans les valeurs de cette entreprise-là ou quoi que ce soit, donc j'ai décidé de quitter cette entreprise-là, je suis arrivé chez Decathlon. Et là, chez Decathlon, on me propose de m'aider, mais vraiment, là, on est dans une proposition de bienveillance qui est extrême, quoi. De me dire, ben, voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit pour faire ton travail, ben, tu nous le demandes, et puis ben, la mission handicap suit derrière. Donc, mais mon fauteuil, c'est Decathlon c'est la mission handicap qui me l'a payé. Et puis je retrouve une vraie autonomie, et puis je me rends compte qu'effectivement, ben, voyager, c'est plus facile. Sur la gestion aussi de ces troubles urinaires, là, bah, elle évolue aussi avec mon traitement. Donc d'un seul coup, je me retrouve à retrouver une vie quasiment normale de ce côté-là. Mais voilà, donc je regagne en autonomie, je retrouve un goût de voyager, de partir en Asie, voilà. Et ça c'est top. Et donc ça me reconstruit encore plus, ça vient contribuer à ma reconstruction, à la gestion de ma maladie. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu peux percevoir en étant en fauteuil lorsque tu vas faire les courses ou lorsque tu te promènes ou même le regard des gens? Eh bien, alors ça c'est assez étonnant parce que j'étais très sensible au regard des autres. Et finalement, mon fauteuil, moi je vois surtout des gens qui me regardent avec plutôt de l'empathie, quoi, avec beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup, ça révèle pas mal le handicap, je trouve que ça révèle pas mal le bon côté des gens. Moi, il y a toujours des gens qui veulent m'aider. Voilà, ça m'arrive maintenant, j'ai des difficultés même à mettre le fauteuil ou à le sortir de la voiture. Moi, j'aborde les gens dans la rue, je leur demande un coup de main, voilà, et puis je trouve toujours quelqu'un. Je ne suis jamais resté coincé en train de sécher sur un trottoir. Voilà. Encore heureux. Oui. Et c'est tant mieux. Et non, il y a toujours quelqu'un, finalement. Je pense que peut-être la manière dont je vis ma maladie et mon handicap rassure les gens, finalement. Il y a peut-être ce côté-là. Et ce qui fait que la liaison, la relation s'établit assez spontanément. D'accord. Et donc, voilà, j'ai des coups de main. Voilà. Il n'empêche qu'il y a des moments, je veux, par exemple, prendre un trottoir avec un fauteuil, c'est une catastrophe. Les obstacles, c'est pénible. D'ailleurs, c'est assez, je ne sais pas si on peut dire marrant, mais quand je suis confronté vraiment à un obstacle, voilà, ça me met en colère. Parce que là, ça vient vraiment en résonance
de mon handicap en fait. À côté de ta maladie, justement, dans l'acceptation aussi de ta maladie, je sais que tu fais partie d'une association qui est l'Odyssée de l'Espoir. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus sur ce que c'est l'Odyssée de l'Espoir et comment tu interviens aussi dans cette association? Bah oui, alors l'Odyssée de l'Espoir, c'est le but de l'association déjà, c'est de combattre la sclérose en plaques autour de la pratique du vélo. D'accord. Voilà. Alors, au début, cette aventure, elle part de personnes qui vont faire un tour du monde en vélo, en fait, et qui vont vouloir pour parler de la sclérose en plaques. Et puis, petit à petit, une fois ce tour du monde fait, il y a une association qui se crée. Et donc maintenant, je ne sais pas, on doit être une soixantaine à peu près. Et tous les ans, on se fait une semaine, un parcours d'une semaine en vélo. Et donc, on s'en va, les valides emmènent les personnes qui sont en situation de handicap. Alors, pour certains, on est dans des remorques derrière des vélos et puis on est directement tracté. D'autres remorques, on peut contribuer. Moi, je sais que j'aime bien pédaler avec les bras, là, puisqu'il me reste de la force et de l'endurance de ce côté-là. Voilà, et pendant une semaine, on va partir ensemble. Donc voilà, une épopée, on fait 400 km à peu près. Et puis, on va dormir dans des gymnases. On fait des étapes de 60-70 km et on dort dans des gymnases, voilà, tous les soirs. Donc on a toute une logistique, des lits, une intendance qui suit, un food truck, voilà, pour manger. On a nos équipes aussi au niveau forcément de la restauration. Et donc on se débrouille comme ça, et puis pendant une semaine, c'est l'aventure. On va de ville en ville, comme ça on se donne un parcours, et puis on vit cette aventure en vélo. Et vous êtes interpellé par les gens, ils se demandent ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que du coup vous parlez aussi de cette sclérose en plaques dans les villes où vous passez? Comment l'acceptation du coup de cette maladie se fait à travers cette association? Oui, c'est le but, hein. C'est de communiquer aussi, c'est de se servir de cet événement-là pour communiquer autour de la sclérose en plaques. Alors, on a des rendez-vous avec des professionnels de santé, généralement, ça nous permet, nous, déjà aussi de faire un peu le point sur l'état d'avancée des recherches, des choses comme ça. Dans les villes, on est forcément accueillis, alors ça permet de discuter, de rencontrer des gens, forcément, les personnels municipaux, mais aussi les riverains qui nous voient. Quelquefois, on a des gens qui font une étape avec nous, qui nous découvrent, du demain, qu'est-ce que tu fais, voilà. Quelquefois, on rencontre des gens sur la route, et puis ils nous suivent, ils rejoignent le peloton, et puis ils nous suivent pendant une partie du chemin, on les invite, on dit, voilà, donc on va à tel endroit, c'est sur ma route, allez, on fait un bout de chemin ensemble. Donc il y a ce côté-là. Ça nous arrive aussi, parce que voilà, quand on a un peloton comme ça, donc sur la route, le peloton, on a entre 40 et 50 personnes, je pense, à peu près. C'est un beau peloton. C'est un beau peloton déjà, donc on bloque les routes, etc. Donc quand on bloque les routes, on s'est dit, tiens, on va donner aussi quelques prospectus aux gens qui attendent au carrefour en disant voilà, nous qui passons là, qui vous bloquons un instant, voilà ce qu'on est en train de vivre quoi, autour de la maladie. Donc il y a ce côté de rencontre un peu local, et puis après il y a le côté aussi surtout dans nos réseaux autour de nous de patients atteints de la sclérose en plaques ou des choses comme ça, de dire mais c'est possible quoi. C'est possible de faire ce genre de choses, de s'amuser, de prendre l'air, de vivre l'aventure, de dormir dans des gymnases. Il faut être un peu audacieux quoi. Carrément. Voilà, pour dormir dans les gymnases, mais finalement ça se fait facilement, tous ensemble, on y arrive. Et puis le côté handicap, il est là, tu vois, il est fondu dans la masse, quoi. Tout le monde s'entraide, etc. Donc il y a quelque chose de naturel qui se fait. Et une dernière question pour toutes les personnes qui sont actuellement en train de nous regarder. Quel message tu pourrais leur passer d'une part sur la maladie, sur la sclérose en plaques, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, et sur aussi l'acceptation de l'handicap? C'est une question qui résonne beaucoup chez moi. C'est d'abord de dire à chacun, soyez objectif et regardez vraiment vos capacités d'adaptation. Regardez ce que vous êtes capable, regardez votre résilience. C'est-à-dire que même pour ceux qui sont, pour qui c'est la déprime, etc., quand on prend une claque comme ça et qu'on affronte, parce que finalement, avec plus ou moins de facilité, mais tout le monde passe cette barrière en fait de l'annonce de la maladie et de la confrontation de la maladie. Accueillez et développez vos capacités d'adaptation. Vous avez des trésors en vous que vous ne soupçonnez pas. Franchement. Et ça, je pense que c'est vrai chez tout le monde.
chez tout le monde. Et accueillez ça vraiment en vous disant, mais finalement, cette force-là, j'en prends soin, mais comme un jardinier, quoi. Laissez mûrir ça, laissez pousser ça en vous. Prenez soin de vous et laissez pousser ça parce que y a plein de personnes qui sous-estiment vraiment leur capacité à s'adapter, à continuer à vivre. Et puis voilà, et c'est possible. Le côté avoir une vie normale, avoir une vie ordinaire, c'est pas le cas. Ça, c'est pas la peine. Ça sert à rien de se battre pour quelque chose qui est perdu. Il y a des deuils à faire. Et donc, bon, ben, ordinaire. Mais ben justement, donc, nous, on est obligés de vivre une vie extraordinaire. Et donc, prenons la décision d'en faire quelque chose d'extraordinaire, quoi, d'en tirer une force. Et finalement, je me suis toujours rendu compte aussi à quel point accepter sa fragilité, c'est l'histoire, c'est La Fontaine, hein, c'est le chêne et le roseau. Hein. Accepter sa fragilité, accepter de plier, accepter d'être fatigué, accepter de ne pas pouvoir tout faire, de s'écouter, voilà. C'est autrement plus puissant que d'être dans un combat quotidien, épuisant, où on est dans une autodestruction. La maladie, la sclérose en plaques, hein, c'est une maladie auto-immune. Hein, c'est quand même interpellant, cette histoire de s'autodétruire, quoi. Et ben voilà. Moi, j'ai envie de casser ça et de dire, mais en acceptant de se faire aider, voilà, ça permet d'aller plus loin, de continuer à vivre, de continuer à avoir une vie la plus épanouissante possible. Voilà, les enfants, les projets, c'est top, quoi. C'est beau comme message. C'est beau et touchant. Et le dernier petit truc, est-ce que tu dirais que le sport, ça aide aussi dans l'acceptation de la maladie? Est-ce que ça aussi aide à passer certaines barrières et à encore plus s'épanouir? Le sport, ça a plein de vertus. Le sport, c'est forcément quelque chose qui permet de ralentir la maladie, pas que la sclérose en plaques, hein, je le retrouve aussi dans d'autres maladies, où vraiment c'est le point de vue, on le reconnaît, hein, d'ailleurs il y a des prescriptions pour le sport, donc ça c'est déjà le premier point. Le deuxième point, qui voilà, mais encore plus important, c'est le point de vue social. C'est-à-dire que le sport, c'est un côté où je vais rencontrer des gens, je vais vivre dans une équipe, je vais aussi essayer de me dépasser. Il y a toutes les choses comme ça qui sont qui permettent de se maintenir, de s'entretenir. C'est une manière de s'aimer hein, aussi, parce que le problème, il est là aussi. C'est quel rapport j'ai à mon propre corps et comment j'en prends soin et comment j'aime ce corps qui me fait défaut, quoi. Donc le sport contribue à ça. Sur toute la partie aussi rééducation, etc. Et donc, la dernière chose, c'est ce dont je parlais à l'instant, c'est le rapport à soi, en fait, hein, de se dire, ben voilà, je suis encore capable, je m'entretiens, j'entretiens mes capacités, j'entretiens mon physique, voilà, mes sensations. Ça fait du bien aussi, voilà, de se vider la tête, etc. C'est du bien-être, quoi. Ouais. Donc c'est du soin de soi. Et ben en tout cas, merci Sylvain de ton témoignage et d'avoir pu partager ton histoire avec moi et puis avec toutes les personnes qui nous regardent. Et puis en tout cas, je te souhaite de réussir plein de choses encore, plein de voyages, plein d'amour et plein de réussites. Ben, merci Rose.